Oui, vous m'entendez bien? D'accord. Ok, super. Ben, moi, le titre de l'intervention, donc, c'est Haïti de la révolution africaine aux luttes contemporaines pour les réparations. Donc là, je vais déjà apporter quelques éléments sur qu'est-ce qu'on entend par révolution et pourquoi parle-t-on d'une révolution africaine. Je pense que c'est très important. Et en troisième lieu aussi quelques éléments sur la dimension historique et idéologique de la révolution africaine de Haïti. Alors, premier point qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'on est dans un contexte génocidaire. La création de la colonie de Saint-Domingue, l'île d'Hispaniola, s'inscrit dans un contexte de colonisation européenne qui produit un premier génocide. Donc déjà, la question de la violence est enracinée dans la terre sur laquelle les Africains vont être déportés par centaines de milliers, par millions. Et dès le XVIIIe siècle, Saint-Domingue devient la colonie la plus riche du Nouveau Monde. Donc la plus riche, c'est évidemment relatif, puisque ce sont des richesses qui profitent principalement à la France, mais qui sont également importantes pour l'Angleterre, puisque ce sont les Anglais qui pratiquent massivement, qui dominent la traite. Donc ce sont les Anglais qui sont à l'origine de l'importation du plus grand nombre de captifs africains dans la Caraïbe et qui alimentent de ce fait l'économie esclavagiste et plantationnaire de la France. Donc, il y a toujours eu vraiment ce deal européen, franco-britannique, dans le cadre de la traite et de l'esclavage, avec en même temps des logiques de concurrence et de compétitivité. Parce que l'un des enjeux d'Haïti, de Saint-Domingue, c'est qu'elle est la plus riche parce qu'elle est, dans le système capitaliste et colonialiste, la plus compétitive. C'est celle où il y a la main-d'œuvre esclavagisée la plus nombreuse, la mieux organisée. Mais qui dit organisée veut dire en réalité la plus exploitée, la plus réprimée, puisque Cedar James, quand il écrit Les Jacobins noirs en 1938, la manière dont il décrit le système plantationnaire de Haïti est assez proche quelque part à la fois des usines du 19e siècle, mais quelque part aussi du système nazi, du système du camp de travail et de camp de la mort. Puisque la durée moyenne de vie, l'espérance moyenne de vie d'un Africain qui arrive à Saint-Domingue, elle est de 4 ans. Et en dehors des camps, des camps nazis, dans l'histoire, on n'a pas d'équivalent en termes, je dirais, de mortalité aussi brutale. Donc c'est à la fois la richesse, si vous pouvez juste fermer les micros, je sais pas, merci. La richesse qui est produite dans le cadre de la colonisation de Saint-Domingue, et aussi la cruauté, puisque avant la révolution de 1791, il y avait déjà eu des révoltes, dont celle notamment de Macandal en 1748. Dès cette époque-là que on va introduire Domingue, les fameux chiens mangeurs de chair humaine qui traquent les fugitifs et qu'on va vraiment faire de Saint-Domingue un lieu de répression totale et féroce. Le lien entre, si vous pouvez juste fermer les micros, je ne sais pas si c'est Ramata ou quelqu'un d'autre, mais voilà, donc voilà, merci, merci. Donc ce que je veux dire, c'est que déjà le décor, c'est un décor de richesse qui est différent de la richesse que les colons trouvaient dans les Amériques avec l'or, l'argent, tous ces métaux précieux. Là, c'est de la richesse qui est extraite du sol. C'est de la richesse qui est le produit d'un travail et d'une exploitation. Et cette richesse se construit sur un lit de cruauté, puisque les récits sur la Saint-Domingue coloniale montrent vraiment une société profondément sadique,
avec la sexualité débridée, tous les stéréotypes qui vont accompagner la colonisation par la suite et qui en sont en réalité ben, des réalités. Euh, un autre élément également dans ce paysage-là, c'est la perpétuation de la violence. Donc 1789, la Révolution française, qui a évidemment des racines coloniales, qui est en lien avec la question du monopole, qui amène les colons de Saint-Domingue à envisager de prendre leur indépendance sur le modèle des colons des 13 colonies, donc de proclamer leur indépendance et de se rapprocher plutôt des États-Unis et de rompre avec la France royaliste et révolutionnaire. Et dans ce contexte-là, notamment donc l'insurrection, partie de Bois-Caïman, la cérémonie, la nuit du 14 août et l'insurrection déclenchée au moment du 23 août, qui explique pourquoi c'est cette date-là qui est notamment choisie par rapport au souvenir de la traite négrière et de son abolition. Alors, abolition très important, puisque la première abolition de l'esclavage survient le 29 août 1793. Donc là aussi, c'est une date qui est très peu connue. Généralement, on prend celle de février 1794. En réalité, le 29 août 1793, il y a une abolition unilatérale de l'esclavage qui est proclamée par les envoyés de la République pour sauver justement la colonie par rapport aux Espagnols et aux Anglais qui, comment dire, menaçaient de prendre le contrôle de la colonie la plus riche du Nouveau Monde. Donc Toussaint Louverture parvient à manœuvrer entre les différentes contradictions et donc il construit, je dirais, une forme de géopolitique en utilisant les différents rapports de force, les différentes forces en équilibre pour prendre le contrôle de l'île, donc devenir gouverneur et après donc rentrer dans une logique, on va dire, de contrôle du territoire, une sorte d'autonomie euh, problématique et qui va nourrir évidemment de la part de la France, notamment de Napoléon, un certain nombre de rancœurs et de volontés de recolonisation. Notamment le fameux courrier du premier des nègres au premier des blancs, qui amène Napoléon notamment à entrer dans une fureur et qui est l'un des éléments, on va dire, historiques ou psychologiques du projet de rétablissement de l'esclavage, qui aboutit au niveau de la Guadeloupe, qui va échouer au niveau de Saint-Domingue. Ce projet de rétablissement de l'esclavage, c'est un projet contre-révolutionnaire, puisque on constate que les idéaux de la Révolution, donc liberté, fraternité, égalité, solidarité, se sont beaucoup plus exprimés dans le cadre de la Révolution de Saint-Domingue que finalement dans le cadre même de la Révolution française qui fait face à une contre-révolution. Et donc le projet de Napoléon a aussi évidemment une base génocidaire, puisque l'un des éléments était notamment de faire disparaître tout individu qui aurait plus de 4 ans sur donc, le territoire donc, de la colonie de Saint-Domingue, de la reprendre et de relancer l'exploitation esclavagiste telle qu'elle était prévue pour ne jamais justement s'interrompre. Donc la bataille de Vertières donc, est l'un des moments très importants de cette révolution africaine, puisque la quasi-totalité de ceux qui mènent cette révolution, voire la totalité, sont nés en Afrique. On est vraiment dans un contexte où ce sont des hommes et des femmes nés en Afrique qui font cette révolution. Révolution africaine à l'extérieur du continent africain et une révolution qui signifie évidemment un renversement total du système et de l'ordre établi. Haïti est, il ne faut jamais l'oublier, la seule révolution victorieuse menée par des hommes et des femmes en situation d'esclavage, en condition d'esclavage, qui va donner naissance à un État. Et donc Haïti, la révolution de Haïti, la révolution africaine de Haïti, pose à la fois la question de la décolonisation, de la libération et de la construction d'un État. Ces trois éléments-là, décolonisation, libération, construction, ils sont très importants à garder à l'esprit pour ensuite développer, on va dire, l'actualité de tous ces enjeux. Alors, Haïti, donc, va être vu du coup comme une anomalie historique. Là aussi, c'est un point important.
Le cas d'Haïti n'aurait jamais dû exister dans un ordre normal des puissances occidentales et internationales de l'époque, qui était déjà fondé sur ce qu'on appelle le système westphalien, un système d'État-nation. C'est-à-dire que les États se construisent sur des territoires, et dans les limites de ces territoires-là, eh bien, aucune autre puissance, plus grande ou plus petite, n'est en droit de contester l'autorité de la puissance qui s'est définie comme étant souveraine dans cet espace territorial. Et donc là aussi, c'est un élément qui est très important parce que lorsque Haïti proclame son indépendance, elle le fait dans un système qui est fondé sur le principe que est indépendant, souverain, tout peuple qui se donne un État pour défendre un territoire délimité. Et donc Haïti montre dès le départ comment dire, la vanité, l'hypocrisie de ce système d'État-nation. Haïti se prévaut justement à la fois des idéaux de la Révolution française et en même temps du système westphalien qui vaut reconnaissance quelque part de son indépendance. Sauf que on voit bien que cette indépendance-là n'a pas été pensée, qui est considéré comme des peuples inférieurs et ce qui sera considéré comme les damnés de la terre par la suite. Et donc du coup, le cas de Haïti, il impose à l'Europe de se poser la question du passage de l'universalité à l'altérité. On était dans la période des Lumières, les philosophes, etc., qui concevaient en fait l'Europe comme le lieu de naissance de tout, comme le lieu de l'universel, et comme étant le lieu qui devait s'appliquer au reste du monde sans aucune opposition. Or voilà qu'il y a des Africains qui, même pas en Afrique, mais dans un autre territoire, font obstacle à ce principe d'universalité, dont la France est justement l'une des plus grandes représentantes, et Haïti impose à ce monde blanc, occidental et dominant ben, le principe de l'altérité, à savoir que il y a vous, mais il y a aussi les autres. Vous n'êtes pas seul. Et c'est ce concept de l'altérité qui est en soi révolutionnaire parce qu'il introduit dans le système de l'époque un contre-modèle. Haïti va devenir un contre-modèle, c'est-à-dire un modèle pour les Noirs, mais un modèle à combattre pour ceux qui veulent maintenir les Noirs en esclavage. Et c'est pour ça que les États-Unis vont attendre la veille de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. C'est pour ça que Simon Bolivar va trouver appui auprès d'Haïti pour mener son propre combat de libération des colonies espagnoles qui constituaient la Grande Colombie, donc aujourd'hui le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou. Et donc cette dimension de contre-modèle, c'est elle aussi qui va expliquer la création par les États-Unis de la colonie du Libéria. Donc d'une certaine manière, la révolution haïtienne, qui amène aussi Napoléon à se débarrasser de la Louisiane et à arrêter le projet américain de la France et à se tourner justement vers l'Algérie et vers la colonisation de l'Afrique, va être vraiment le tournant de l'histoire mondiale et de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas comprendre la mise en place de la colonisation si on ne comprend pas ce que représente Haïti dans ce contexte-là. Alors, révolution, révolution africaine, et donc à la fois dans l'idée de révolution et dans l'idée d'africanité, il y a aussi quelque chose de radical, parce que ça a été une révolution fondée sur la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'abattre définitivement le système économique plantationnaire qui faisait de Saint-Domingue une convoitise pour les puissances occidentales. Autrement dit, si vous détruisez la richesse qui attise la convoitise des puissants, eh bien comment dire, vous rendez nul, vous rendez caduque la convoitise des autres vis-à-vis de vous. Mais le fait précisément de détruire les richesses qui sont sur votre sol conduit l'Occident, qui a besoin de ces richesses, à vous sanctionner. Donc on entre dans des mécanismes qui sont des mécanismes de dette. Et donc la fameuse dette imposée par la France à Haïti, la fameuse dette de 150 millions en 1825, imposée par un rapport de force militaire, c'est-à-dire qu'on met en place
un embargo, il y a des bateaux militaires qui entourent Haïti. Dans le calcul de cette dette, elle se fonde sur les revenus annuels que produisait la colonie de Saint-Domingue, plus les 10 prochaines années prévues dans ce que devait être la production annuelle de Saint-Domingue, plus le dédommagement des propriétaires d'esclaves et de plantations qui avaient vu leurs biens détruits ou euh, leur, euh, leurs marchandises humaines se libérer. Plus, là aussi, c'est un point. Tout à l'heure, Thomas parlait de la question du franc CFA, la banque laitière, etc. Mais plus une remise de 50% sur les droits de douane en Haïti pour tous les bateaux qui battent pavillon français. Et donc, on entre vraiment dans des logiques de néocolonialisme économique qui, comment dire, anticipent quelque part les mécanismes mis en place au moment des indépendances africaines. Ce qui est aussi important à avoir à l'esprit dans ce contexte-là, c'est que rétrospectivement, on parle d'indépendance ou de décolonisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1804, le concept politique de l'indépendance, le concept même de la décolonisation, ça n'était même pas dans le dictionnaire. Le mot décolonisation, il apparaît dans les années 50. Donc Haïti 1804, c'est une anomalie totale. C'est quelque chose qui ne doit pas exister et qui est vraiment au cœur d'un vrai bouleversement, puisque les puissances occidentales vont se coaliser, la France, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis et ce qui deviendra l'Allemagne, contre le modèle de Haïti. Voilà pourquoi on peut parler d'une révolution et d'une révolution africaine. Maintenant, quelle est la dimension, je dirais, historique et idéologique de la révolution africaine de Haïti? Le premier élément, c'est la question du panafricanisme. La question des réparations, c'est une question fondamentalement panafricaniste. Le mouvement dans lequel cette question est posée, le mouvement idéologique et politique qui pose la question des réparations, c'est le mouvement panafricaniste. C'est pas les socialistes, les libéraux, les démocrates, les républicains, etc. Ce sont les panafricanistes qui posent cette question. Et ils la posent parce que ceux qui se sont battus, nos ancêtres qui se sont battus pour se libérer, pour libérer Haïti, pour arracher leur liberté, se battaient contre l'esclavage, contre le racisme, contre le colonialisme et contre les inégalités. C'est dans le cadre de cette bataille-là qu'ils ont estimé que le courant, le concept, le système qui était le plus efficace pour défendre ces causes, c'est le panafricanisme. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, du coup, il y a déjà, dès ce moment-là, cette idée que le rassemblement est essentiel. Nous avons besoin de nous rassembler, nous avons besoin de nous unir, parce que si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas peser pour réaliser un rapport de force vis-à-vis de ceux qui, en face, arrivent à s'unir en dépit de leurs divergences. Français, Britanniques, Espagnols étaient concurrents, mais dès que leurs intérêts communs sont menacés, ils se mettent ensemble et ils empêchent l'éclosion de Haïti. Donc il y a déjà cette idée que la priorité, c'est le rassemblement. Un autre élément qui est très important et à la fois problématique, c'est-à-dire que la, la, la naissance du panafricanisme dans le contexte de la révolution de Haïti fait que on va rentrer dans un cadre où la révolte est plus forte que le projet. Et si vous regardez bien l'histoire, 218 ans après l'indépendance de Haïti, quand vous regardez les jeunes qui se mobilisent au Mali pour ce qui se passe en Libye, l'esclavage, George Floyd, etc., c'est exactement pareil. La révolte est plus forte que le projet. Alors que si il n'y a pas de projet, la révolte va juste s'auto-alimenter et ne donnera aucune finalité. Et donc Haïti pose la question d'un panafricanisme de combat face à un panafricanisme de projet. Certes, la révolte est importante, elle est forte, mais s'il n'y a pas de projet, on ne sortira jamais de la révolte. Deuxièmement, point vraiment fondamental et que beaucoup de gens ne comprennent pas, qui vient de ce contexte de naissance du panafricanisme dans le contexte haïtien, la libération
est plus forte que la construction. Et ça, on le voit au moment des indépendances africaines. On a mis plus de force pour tenter de se libérer, tenter de construire. Ça aussi, ça rejoint une actualité où on met peut-être plus de force pour se libérer du néocolonialisme français au Mali ou dans d'autres pays que pour véritablement construire le projet de ce que l'on veut du Mali de demain. Et ce sont des difficultés qu'ont également connues les Haïtiens à l'époque dans un contexte encore plus hostile qui ne les a pas empêchés de mettre en place un État, l'État de Haïti, dont la souveraineté va être immédiatement annulée par le mécanisme de la dette, qui explique pourquoi, jusqu'à nos jours, on présente Haïti comme le modèle d'État failli, c'est-à-dire un pays sans État, en lien justement avec les conditions de la naissance de Haïti. Aujourd'hui, Haïti, c'est comment dire, la colonie des ONG. Euh, Récemment, on a parlé des mobilisations contre la MINUSMA ou la MONUSCO, mais tout part de la MINUSTA. Tout part justement de l'intervention, notamment des Nations Unies en Haïti. Tout part de la manière dont Haïti a été le laboratoire de l'internationalisation du colonialisme ou du néocolonialisme à travers justement des logiques impérialistes. Tant qu'on ne comprend pas Haïti, tant qu'on n'étudie pas sérieusement Haïti, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Congo. Et pour comprendre cela, il faut remonter vraiment aux fondamentaux de l'indépendance même, de la révolution même de Haïti. Le troisième élément qui s'est posé dans le contexte de Haïti, qui rejoint encore une fois l'actualité de nos différents mouvements, c'est que on s'est retrouvé dans une situation où il fallait gérer l'urgence. Voilà. Soit l'urgence, soit la parole. Souvent, les gens disent, soit effectivement, il y a des gens qui sont retenus prisonniers au Qatar ou au Liban, etc. Donc, il faut faire des trucs en urgence, etc. Soit c'est la parole, la parole, la parole. Et ce dilemme de l'urgence et de la parole, les Haïtiens ont dû se le poser au moment même de l'indépendance. Donc, cette notion, je dirais, de révolution, et sa dimension idéologique du point de vue du panafricanisme, c'est en remontant vraiment à Haïti qu'on peut, je pense, en saisir les ramifications plus profondes pour comprendre beaucoup de choses de l'actualité d'aujourd'hui. Un autre élément, c'est que les révolutions sont toujours combattues. On est dans un système où les dominants ne veulent pas que les choses bougent. Et on est aussi dans un système où la domination est fondée sur l'humiliation. Donc aussi cette notion d'humiliation qui fait que il fallait déporter Toussaint Louverture, qui fait que on a enlevé Jean-Bertrand Aristide, qui montre aussi les conditions dans lesquelles Jovenel Moïse a été assassiné. Donc il y a sur le cas de Haïti, le départ de Duvalier, il y a quelque chose qui relève constamment du lien entre la domination et l'humiliation, qui est très particulier et qui n'a d'équivalent en Afrique que dans le cas, je pense, du Congo. Maintenant, dans ce rapport de la domination et de l'humiliation, on a aussi les éléments idéologiques de l'impérialisme. Et dans le cas, je dirais, de deux ou trois doctrines qui vont naître euh, en parallèle justement à ce panafricanisme-là, il y a évidemment du côté états-unien la fameuse doctrine Monroe, qui amène les États-Unis à considérer que tout cet hémisphère-là leur appartient, que l'Europe ne doit pas se mêler des affaires propres au continent américain du nord au sud. Et qui dit l'Europe dit aussi par extension l'Afrique. Donc la doctrine Monroe qui fait vraiment de tout cet espace la chasse gardée des Américains, puisque Saint-Domingue, Haïti est une ancienne colonie française, qui devient ensuite une néocolonie française, tout en passant sous occupation américaine, avec une dette qui tombe ensuite dans la main des Américains. Et donc tous ces éléments-là font que la question de la doctrine Monroe se pense aussi à partir du cas haïtien et de la manière dont on veut aussi exclure le retour de l'Afrique dans la géopolitique de la Caraïbe ou de l'Amérique du Sud. D'où les liens aujourd'hui qui se posent par exemple entre le panafricanisme et le bolivarisme qui sont combattus ou contestés
par les forces impérialistes. Un autre élément, donc la doctrine Monroe, c'est 1823, donc c'était il y a pile 2 siècles. Un autre élément qui date d'un siècle, c'est après la Première Guerre mondiale, la fameuse doctrine Wilson du président américain, qui pose déjà à ce moment-là ce qu'on appelle les concepts de sécurité collective et de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ces concepts-là, qui vont être ensuite traduits par les notions d'autodétermination, ramènent encore une fois au modèle, je pense, de la révolution haïtienne. La capacité des Africains de Saint-Domingue à s'autodéterminer et quelque part à produire un modèle de contre-socialisation, un contre-modèle de socialisation qui fait que l'élément qui a cimenté la révolution haïtienne, ben, ce sont précisément les dieux d'Afrique, notamment les dieux du panthéon Orisha. Donc la question des spiritualités. Là aussi, à mon sens, renvoie à la manière dont Haïti, par sa révolution, par la révolution africaine, est consubstantielle à l'estime nègre, noire, africaine, panafricaine, kamite, appelez-la comme vous voulez. Haïti est le cœur de notre estime. Et donc lorsque ce pays est sali, bafoué, piétiné, lorsque sa révolution est caricaturée ou victime de récits révisionnistes, lorsque ces figures majeures sont, comment dire, pareillement caricaturées ou ne sont pas honorées à leur juste mesure, lorsque les éléments féminins de cette révolution ne sont pas suffisamment valorisés, eh bien c'est à nous, justement, eh bien de nous élever et de défendre ce que représente Haïti dans les combats que nous menons aujourd'hui et dans les combats que nous avons à mener demain. Et c'est en ça que Haïti est une révolution africaine. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis quasiment à 30 minutes. Bon, il y a tout le volet sur les luttes contemporaines pour les réparations, mais il me semblait quand même plus important ici, vraiment de préciser ces quelques éléments sur vraiment comment dire, le cœur de ce que représente la révolution haïtienne en termes de domination de la révolte sur le projet, en termes de domination de la libération sur la construction, et en termes de domination de l'urgence sur la parole, c'est-à-dire la théorisation vraiment d'un vrai modèle de politique qui échappe réellement à la science politique et au système politique occidental, puisque Haïti n'a pu se constituer en tant que véritable État indépendant et autonome sur ses propres bases. Et ça pose aussi la question évidente de comment refonder Haïti en 2022. Et ça pose évidemment aussi la question de la trahison politique, à la fois, on pourrait dire, des élites haïtiennes, mais aussi, quelque part, évidemment, de l'Afrique, dont Haïti est l'émanation, je dirais, la plus puissante dans le monde aujourd'hui. Donc voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais apporter. Je pense que c'était important parce que de mémoire, ce ne sont pas des points qui sont tellement analysés quand on aborde la révolution haïtienne. Et il me semblait important vraiment de faire ce lien parce qu'aujourd'hui, on est dans des luttes qui, justement, se fondent beaucoup sur la révolte, beaucoup sur la colère, sur la frustration, et qui, du coup, s'auto-alimentent sans vraiment poser la question du projet. Et le projet de Haïti, rétrospectivement, certains disent aujourd'hui ou commencent à dire que c'est un projet décolonial. Bon, ce sont des choses qu'il faudrait, je pense, alimenter davantage, mais ce qui est certain, c'est que Haïti est vraiment la terre de naissance du panafricanisme. Donc, je vais m'arrêter là et je repasse la parole. Haïti est le cœur de notre estime.